ext, Paris. Aoi. Hatsiva Sang était encore chaud lorsqu'elle ordonne le nettoyage des pavés. Oh, oh, oh. Iba Sang get Sang gay. Iba Sang get Sang gay. Catherine de Médicis restait immobile devant la fenêtre de ses appartements privés, observant les corps traîner dans les rues boueuses. Ses mains, ornées d'anneaux scintillants à la faible lumière des torches, tenaient un petit flacon de verre vénitien, vide désormais, après des décennies au service de dessins qu'elle seule connaissait parfaitement. À 53 ans, la femme autrefois décrite comme la vipère italienne avait orchestré le massacre qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de la Saint-Barthélemy. Mais en ce moment, tandis que l'écho des cris résonnait encore en sa mémoire, Catherine savait qu'elle avait franchi une ligne de non-retour. Ixt, Florence, Imas Infandos, 43 ans plus tôt, on mit à Saint-Bassin-Gay. Mon fillette de 10 ans foulait pour la première fois le sol français. Catherine de Médicis, arrivée comme un présent politique enveloppé de soie et de brocart, était promise au futur Henri II, dans le cadre d'un complexe jeu diplomatique entre le pape Clément VII et le roi François Ier. Ses yeux noirs, déjà pénétrants et calculateurs, absorber chaque détail de la cour française avec la voracité de celle qui comprenait instinctivement que sa survie dépendait d'une observation minutieuse. La jeune Florentine portait dans le sang l'héritage des Médicis, une lignée qui avait transformé l'or en pouvoir, et le pouvoir en art, mais qui connaissait aussi les saveurs amères du poison et les mélodies murmurées des conspirations. Château de Chambord, année 1530, Imas en 30-30, Imas en 30-30. Les premières années de son mariage avec Henri furent marquées par une humiliante discrétion qui forgea sa personnalité. Diane de Poitiers, 20 ans son aînée, dominait totalement le cœur et l'esprit du futur roi. Catherine observait, nuit après nuit, son époux quittait le lit conjugal pour les bras de sa maîtresse officielle. Pendant une décennie entière, son ventre resta stérile, alimentant de méchantes rumeurs selon lesquelles l'Italienne était maudite, ou pire encore, qu'elle pratiquait des arts occultes pour saboter sa propre fertilité, pour des raisons mystérieuses. Les courtisans murmuraient qu'elle passait des heures enfermée dans ses appartements avec des alchimistes et des astrologues, cherchant des réponses dans les étoiles et dans des potions qui exhalaient des vapeurs étranges et inquiétantes. C'est durant ces années d'apparente impuissance que Catherine commença à tisser la toile d'influence qui allait plus tard la transformer en la femme la plus crainte de France. Ses agents secrets, un mélange d'espions diplomatiques, de marchands florentins et de personnages obscurs évoluant entre la cour et les bas-fonds, commencèrent à la nourrir d'informations qu'elle gardait précieusement comme des trésors mortels. Lettres interceptées, conversations entendues à travers les murs, secrets de chambre transformés en armes politiques. Catherine absorbait tout avec la patience d'une araignée tissant sa toile. Nostradamus, l'astrologue, qui devint son ombre intellectuelle, arriva à la cour en apportant des prophéties enveloppées dans un langage hermétique, et Catherine y trouva non seulement un conseiller, mais un légitimateur de ses ambitions les plus sombres. La mort d'Henri II, en 1559, lors d'un tournoi, marqua le moment définitif de sa métamorphose. La lance du comte de Montgomery transperça le haut moyal et l'œil du roi, lui infligeant une agonie de 10 jours que Catherine suivit avec une dévotion qui impressionna même ses critiques les plus acerbes. Mais ceux qui connaissaient ses méthodes remarquèrent quelque chose de troublant dans son comportement durant les longues veillées auprès du mourant.
Elle murmurait des prières en latin mêlées de mots italiens, que personne ne comprenait complètement, et ses mains manipulaient constamment un chapelet dont personne ne connaissait l'origine. Lorsque Henri expira enfin, Catherine émergea de la chambre mortuaire transformée plus seulement l'épouse négligée, mais la reine-mère de France, gardienne de 3 fils qui deviendraient rois, et détentrice d'un pouvoir qu'elle exercerait de manière de plus en plus impitoyable. François II, son fils aîné, monta sur le trône à 15 ans, mais mourut un an plus tard dans des circonstances qui alimentèrent les premières véritables suspicions concernant les méthodes de Catherine. Le jeune roi développa une infection de l'oreille qui évolua rapidement vers une condition fatale, et plusieurs témoins rapportèrent que Catherine avait personnellement insisté pour préparer certains des remèdes administrés à son fils. Charles Sonnet, qui lui succéda, était un enfant encore plus malléable, et c'est durant sa régence que Catherine consolida définitivement son emprise sur les rouages du pouvoir français. Elle transforma la cour en une machine d'espionnage et de manipulation, où chaque mot était pesé, chaque geste analysé, et chaque loyauté constamment testée par des méthodes combinant séduction, chantage et, si nécessaire, élimination physique. Les guerres de religion qui déchirèrent la France au XVIe siècle trouvèrent en Catherine à la fois une instigatrice et un arbitre cruel. Elle comprenait mieux que quiconque que le conflit entre catholiques et huguenots offrait des opportunités uniques pour consolider le pouvoir royal, à condition de le manipuler avec une précision chirurgicale. Sa stratégie consistait à nourrir les deux camps de promesses et de trahisons calculées, maintenant le pays dans un état de tension contrôlée qui la rendait indispensable comme médiatrice. Des documents conservés aux archives nationales révèlent l'étendue de sa duplicité, des lettres simultanées aux dirigeants catholiques et protestants, offrant un soutien militaire et des garanties de protection qu'elles savaient mutuellement exclusives. René de Birague, chancelier et confident le plus proche de Catherine de Médicis, a laissé des écrits troublants sur les méthodes employées par la reine durant cette période. Selon ses mémoires confidentielles, la reine-mère conservait dans ses appartements privés une collection de substances qu'il décrivait comme remèdes et poisons à parts égales. Des fioles de verre vénitien soigneusement étiquetées en latin contenaient des poudres, des liquides et des onguents d'origine mystérieuse, dont certains exhalaient des odeurs nauséabondes même en petite quantité. Birague mentionnait que Catherine connaissait les propriétés et les dosages de ces substances avec une précision qui suggérait des années d'études et d'expériences pratiques, et qu'elle préparait elle-même certains mélanges en utilisant des techniques apprises auprès d'alchimistes florentins durant sa jeunesse. Si vous avez apprécié ces récits qui dévoilent les aspects les plus sombres de l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des narrations qui révèlent les secrets les mieux gardés du pouvoir et de la nature humaine. La période précédant le massacre de la Saint-Barthélemy représente l'apogée de la capacité de manipulation de Catherine. Pendant des mois, elle orchestra une campagne de désinformation et de provocation qui transforma Paris en un véritable baril de poudre. Le mariage de sa fille Margot avec Henri de Navarre, chef des Huguenots, fut présenté comme un geste de réconciliation nationale, mais Catherine savait parfaitement qu'elle attirait les principaux leaders protestants dans un piège mortel. Des lettres conservées aux archives du Vatican révèlent qu'elle correspondait régulièrement avec le pape Pie XX, lui décrivant en détail ses plans pour purifier la France de l'hérésie protestante par des méthodes que l'Église ne pourrait approuver publiquement. La tentative d'assassinat de Gaspard de Coligny le 22 août 1593 fut l'étincelle finale. L'amiral Huguenot,
blessé mais non tué par le coup de feu tiré d'une fenêtre contrôlée par les agents de Catherine, devint instantanément un symbole du martyre protestant et une menace directe à la stabilité du royaume. Pendant les 48 heures qui suivirent, Catherine travailla fébrilement pour convaincre son fils Charles que seule une action drastique pourrait sauver la monarchie. Des témoins rapportèrent qu'elle passa la nuit du 23 au 24 août enfermée avec le roi dans ses appartements privés, et que les cris et les lamentations qui émanaient de la chambre royale pouvaient être entendus dans les couloirs adjacents. Lorsqu'ils émergèrent le lendemain matin, Charles avait vieilli de plusieurs années en quelques heures, et Catherine affichait une expression de satisfaction glaciale qui glaça le sang de tous les présents. Le signal du début du massacre fut donné par le carillon de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, mais Catherine avait soigneusement préparé un réseau d'exécuteurs attendant ses ordres spécifiques. Des listes détaillées avec des noms, des adresses et des instructions particulières circulèrent pendant la nuit parmi les leaders catholiques, et des témoins survivants rapportèrent que certains assassinats furent exécutés avec une précision qui suggérait une connaissance intime des habitudes et des routines des victimes. Gaspard de Coligny fut retrouvé dans son lit, poignardé à multiples reprises puis jeté par la fenêtre dans une mise en scène théâtrale qui portait la marque de la cruauté calculée qui caractérisait les opérations de Catherine. Pendant les 3 jours suivants, tandis que Paris se transformait en un véritable abattoir, Catherine maintint une routine presque normale, recevant des rapports réguliers sur le progrès de la tuerie, et donnant des instructions spécifiques sur les vies à épargner et celles à éliminer. Des documents conservés aux archives nationales françaises incluent des billets écrits de la main de la reine-mère, ordonnant la mort de marchands protestants spécifiques, dont les propriétés seraient ensuite confisquées au profit de la couronne. Dans l'un de ces billets, daté du 25 août, elle instruisait ses agents de s'assurer que l'orfèvre Étienne Marcel ne survive pas à l'aube, mais que ses filles soient épargnées pour une utilisation future possible. Le sang-froid clinique de ce langage révélait un esprit qui avait complètement transformé l'assassinat politique en une forme d'art administratif. Les conséquences psychologiques du massacre sur Charles furent dévastatrices et immédiates. Le jeune roi, qui avait été manipulé par sa mère pour autoriser la tuerie, commença à présenter des signes d'effondrement mental qui s'intensifièrent semaine après semaine. Il développa une insomnie chronique, tourmenté par des cauchemars où il entendait constamment les cris des victimes de la Saint-Barthélemy. Ses médecins personnels rapportèrent qu'il avait commencé à présenter des épisodes de saignement de nez inexpliqués, et que ses mains tremblaient incontrôlablement dès que le sujet de la religion était mentionné. Catherine, observant la détérioration mentale de son fils avec le même sang-froid scientifique avec lequel elle avait planifié le massacre, commença à envisager la possibilité que Charles soit devenu un obstacle à ses projets futurs. La mort du roi en 1574, à l'âge de 23 ans, fut officiellement attribuée à la tuberculose, mais plusieurs circonstances soulevèrent des soupçons qui ne furent jamais complètement éclaircis. Pierre de l'Estoile, chroniqueur contemporain connu pour la précision de ses écrits, nota que Charles avait passé ses derniers jours dans un état de terreur constant, refusant de rester seul avec sa mère, et insistant pour que des testeurs indépendants vérifient toute nourriture et boisson qui lui étaient offertes. Dans ses notes personnelles, l'Estoile décrit une scène troublante survenue quelques jours avant la mort royale. Sa Majesté criait incessamment qu'elle voyait du sang jaillir de ses mains, et que l'odeur des corps en décomposition de la Saint-Barthélemy
avait imprégné définitivement ses appartements. La reine-mère observait ces manifestations avec une expression que je ne peux que décrire comme une satisfaction scientifique. Henri III, le fils préféré de Catherine et son dernier instrument de pouvoir, représenta à la fois l'apogée et le début du déclin de son influence. Intelligent, cultivé et profondément névrosé, le nouveau roi avait passé des années à observer les méthodes maternelles et avait développé un mélange de fascination et de répulsion qui allait caractériser tout son règne. Catherine avait investi des décennies à façonner Henri selon ses besoins politiques, et initialement il se montra un élève exemplaire, mettant en œuvre des politiques qui consolidaient encore plus le pouvoir royal et éliminant systématiquement les rivaux que sa mère identifiait comme dangereux. Les premières années du règne d'Henri III virent l'influence de Catherine atteindre des proportions quasi surnaturelles. Elle avait transformé la cour de France en une machine de pouvoir fonctionnant entièrement selon sa volonté, et ses réseaux d'espionnage s'étendaient à toute l'Europe, lui fournissant des informations qui parvenaient souvent à ses oreilles avant même les souverains directement impliqués. Les ambassadeurs étrangers rapportaient à leur maître qu'il était impossible de comprendre la politique française sans tenir compte des désirs et des caprices de Catherine, et que négocier avec la France signifiait, en pratique, négocier avec une femme dont la cruauté n'était surpassée que par son intelligence stratégique. Cependant, des signes d'usure commencèrent à se manifester de manière subtile mais persistante. L'âge commençait à peser sur Catherine qui, à 60 ans, avait développé une obésité qui gênait ses mouvements et des problèmes respiratoires qui la forçaient à des pauses constantes durant ses audiences. Plus inquiétant encore était le fait qu'Henri III commençait à démontrer une indépendance croissante, prenant des décisions importantes sans la consulter, et à certaines occasions, allant directement à l'encontre de ses recommandations. La relation mère-fils se transforma progressivement en une sourde guerre psychologique, menée par le biais d'intrigues palatiales et de manipulations de plus en plus désespérées. La question de la succession royale devint le champ de bataille final entre Catherine et les forces historiques qui commençaient à échapper à son contrôle. Henri III n'avait pas d'enfant, et l'héritier légitime était Henri de Navarre, le même chef huguenot qui avait miraculeusement survécu au massacre de la Saint-Barthélemy et était devenu ironiquement le seul espoir de continuité dynastique. La perspective de voir un protestant sur le trône de France représentait la négation complète de tout ce pour quoi Catherine avait lutté pendant des décennies, mais sa capacité à influencer les événements se détériorait rapidement. La Ligue catholique, dirigée par les Guises, commença à agir de manière de plus en plus indépendante, mettant en œuvre un programme radical qui entrait fréquemment en conflit avec les intérêts plus subtils de Catherine. Henri de Guise, en particulier, avait développé une base de pouvoir propre qui rivalisait avec l'autorité royale, et sa popularité auprès des catholiques extrémistes représentait une menace directe au système de contrôle que Catherine avait passé des décennies à construire. Elle tenta d'appliquer contre Guise les mêmes méthodes qu'elle avait utilisées contre tant d'autres ennemis, mais découvrit que le chef de la Ligue avait appris des erreurs de ses prédécesseurs et s'était efficacement protégé contre les poisons, les assassins et autres formes traditionnelles d'élimination politique. La journée des barricades, le 12 mai 1658, marqua le moment où Catherine comprit définitivement qu'elle avait perdu le contrôle des événements qu'elle avait elle-même mis en mouvement. Paris se souleva contre Henri III, forçant le roi à fuir la capitale et laissant Henri de Guise comme maître de fait de la ville. Catherine, pour la première fois en des décennies, se retrouva dans une position de complète impuissance,
observant de l'exil comment les fruits de ses manipulations se retournaient contre elle et sa famille. Ses tentatives de négociation avec Guise furent accueillies avec un mépris à peine dissimulé, et elle comprit que l'homme qu'elle avait contribué à rendre puissant la voyait désormais comme une relique obsolète d'une époque qui touchait à sa fin. La mort d'Henri de Guise, assassiné sur ordre Henri III en décembre 1688, représenta simultanément une victoire tactique et une défaite stratégique pour Catherine. Bien que le roi ait éliminé son rival le plus dangereux, la méthode employée, l'assassinat lors d'une réunion des États généraux, choqua l'opinion catholique et transforma Guise en martyr. Catherine, qui avait passé sa vie à pratiquer et à perfectionner l'art de l'assassinat politique, reconnut immédiatement que son fils avait commis une erreur fatale d'opportunité et d'exécution. Le roi avait utilisé ces techniques, mais sans sa subtilité, et les conséquences furent désastreuses. Les derniers mois de la vie de Catherine furent marqués par une profonde mélancolie, qui contrastait dramatiquement avec l'énergie implacable qui avait caractérisé sa carrière politique. Elle passa des semaines recluse dans ses appartements, refusant de recevoir des visiteurs et consacrant de longues heures à écrire des lettres qu'elle brûlait ensuite sans les envoyer. Ses médecins rapportèrent qu'elle avait développé une obsession troublante pour les miroirs, passant des heures à contempler son reflet et à murmurer des mots que personne ne pouvait comprendre. Dans ses notes personnelles, découvertes après sa mort, elle avait écrit à plusieurs reprises la phrase « Il sang chie à ma sang ». Le sang appelle le sang d'une écriture de plus en plus tremblante et désespérée. Lorsque la nouvelle de sa mort lui parvint, le 5 janvier 1649, Catherine de Médicis était seule dans ses appartements du château de Blois, entourée des fantômes d'une vie entièrement dédiée à la manipulation et au pouvoir. Henri III avait été assassiné par Jacques Clément, un moine dominicain fanatique, qui considérait le roi comme un traître à la foi catholique. L'ironie était parfaite et cruelle. L'homme qu'elle avait façonné pour être son instrument suprême était mort victime des mêmes forces extrémistes qu'elle avait nourries et manipulées pendant des décennies. Henri de Navarre, le Guinaud qu'elle avait tenté d'éliminer à la Saint-Barthélemy, était devenu Henri IV de France, initiant une nouvelle dynastie qui allait consolider précisément le type de tolérance religieuse que Catherine avait combattu avec toutes les ressources de son terrible intelligence. Elle mourut 13 jours plus tard, le 18 janvier 1649, à 69 ans. Ces derniers mots, rapportés par son confesseur, furent un mélange troublant de latin et d'italien qu'il décrivit comme prière et malédiction à parts égales. Son corps, retrouvé le lendemain matin, présentait une expression faciale que les contemporains décrivirent unanimement comme terrible à contempler, un masque de fureur et de désespoir, qui semblait résumer toute une vie dédiée aux aspects les plus sombres de la nature humaine. L'héritage de Catherine de Médicis demeure l'un des plus controversés de l'histoire européenne, divisant les historiens entre ceux qui la voient comme une pionnière de l'absolutisme royal et ceux qui la considèrent simplement comme une psychopathe couronnée. Ses méthodes, le recours systématique au poison comme instrument politique, la manipulation des conflits religieux pour consolider son pouvoir personnel, la transformation de la cour française en une machine d'espionnage et de chantage, ont créé des précédents qui influenceraient l'exercice du pouvoir monarchique pendant des siècles. Mais son véritable héritage réside peut-être dans la terrible démonstration de la façon dont l'intelligence, totalement dépourvue de compassion humaine, peut se transformer en une force de destruction qui consume autant ses victimes que ses utilisatrices. Les contemporains de Catherine, même ceux qui la servaient fidèlement,
ont laissé des témoignages révélant le coût psychologique de la cohabitation avec une personne capable d'une telle froideur calculée. René de Birague a écrit dans ses mémoires que servir la reine-mère revenait à marcher constamment sur une fine couche de glace, sachant qu'un faux pas pouvait signifier non seulement une chute, mais une disparition complète. Nostradamus, dans des lettres privées découvertes au XVIIIe siècle, a décrit ses consultations avec Catherine comme des entretiens avec une âme qui avait délibérément choisi d'embrasser les ténèbres et qui trouvait dans les prophéties non pas une orientation spirituelle, mais la confirmation de ses instincts les plus destructeurs. La France que Catherine a laissée derrière elle était un pays traumatisé par des décennies de violence, de manipulation et d'instabilité politique. Les guerres de religion avaient déchiré le tissu social français, créant des divisions qui persisteraient pendant des générations et établissant des précédents d'intolérance et de brutalité qui influenceraient profondément le développement politique national. Le massacre de la Saint-Barthélemy, en particulier, est resté gravé dans la mémoire collective comme un symbole de la capacité humaine au mal organisé et prémédité, un sombre rappel de la façon dont le pouvoir, lorsqu'il est exercé sans limite morale, peut produire des conséquences qui dépassent tout calcul politique immédiat. Mais l'aspect peut-être le plus troublant de l'héritage de Catherine est la manière dont elle a démontré la possibilité de transformer la cruauté en une forme d'art, développant des méthodes de manipulation et d'élimination de ses ennemis qui combinaient efficacité pratique et sophistication presque esthétique. Ces poisons étaient préparés avec la même attention aux détails que d'autres accordaient à la musique ou à la peinture. Ces conspirations étaient structurées avec la complexité architecturale d'une cathédrale gothique. Ces assassinats étaient exécutés avec le timing précis d'une représentation théâtrale. Elle a prouvé qu'il était possible d'exercer le mal de manière systématique, intelligente et même élégante, établissant un modèle de méchanceté raffinée qui influencerait les despotes et les tyrans pendant des siècles. La mort de Catherine de Médicis n'a pas marqué la fin de son influence, mais seulement sa transformation d'une force active en un héritage sombre. Dans les décennies qui ont suivi, des souverains à travers l'Europe étudieraient ces méthodes et adapteraient ces techniques aux besoins spécifiques de leur propre contexte politique. Le recours systématique au poison comme instrument diplomatique, la manipulation des conflits religieux pour consolider le pouvoir séculier, la transformation de la cour royale en un centre d'espionnage et de chantage, toutes ces innovations cathares sont devenues des éléments standards du répertoire politique européen, démontrant comment le mal, une fois systématisé et raffiné, possède une capacité de perpétuation qui transcende la vie de ses créateurs originaux. En fin de compte, Catherine de Médicis demeure un terrible rappel de la capacité humaine à la méchanceté calculée, et de la façon dont l'intelligence, divorcée de la compassion et de la moralité, peut se transformer en une force de destruction qui consume autant le monde qui l'entoure que l'âme de celle qui l'exerce. Sa vie a été une démonstration magistrale du pouvoir sans limite éthique, et sa mort, une confirmation que même les manipulateurs les plus habiles sont, en fin de compte, victimes de leur propre création. Dans les ténèbres de ces derniers jours, seule avec les fantômes de ses victimes et le poids de ses choix, Catherine a connu le destin inévitable de ceux qui choisissent d'embrasser les ténèbres, découvrir qu'en fin de compte, les ténèbres les embrassent aussi en retour, et qu'il n'y a pas d'échappatoire pour ceux qui ont fait de la cruauté leur seule forme d'art.